Bruno Fulini, bonsoir. Vous êtes historien et vous publiez Le Tour du monde des terres françaises oubliées. C'est aux éditions du Trésor. Parce que bon, on connaît la France métropolitaine, on connaît la France des Dom-Tom, la Guyane, la Réunion, etc. Mais non, on ne soupçonne pas qu'il y a des îlots, alors non habités, mais des petites îles françaises, il y en a partout dans le monde. Il y en a tout autour de la planète. En fait, on peut faire le tour du monde sans quitter la France, d'île en île, sur tous les océans, tous les continents. Il y a des petits bouts de France qui, aujourd'hui encore, arborent le drapeau tricolore. Alors, il y a une jolie carte dans votre livre qui les montre, tous ces îlots. Alors, si on regarde par exemple au sud de l'océan Indien, il y a ce qu'on appelle les îles, alors c'est le repère E sur votre carte, il y a les îles creusées. Et dans les îles creusées, par exemple, vous dites dans votre livre, il y a l'île aux cochons. L'île aux cochons, on ne sait même pas à quoi elle ressemble, non? Et oui, parce que pendant très longtemps, évidemment, c'est des îles subantarctiques. Il y fait très froid, c'est venteux, c'est pluvieux. Et donc, on n'a pas envoyé de cartographe s'y faire congeler. Donc, on a fait les cartes à partir de photographies aériennes. Et donc, pendant très longtemps, eh bien, il y avait une couronne nuageuse au centre de l'île. Et donc, c'était la dernière terre inconnue, terra incognita. Depuis la parution de ce livre, l'Institut géographique national a trouvé que ça faisait un petit peu tâche. Et donc, finalement, nous avons maintenant, mais depuis très peu de temps, une carte complète de l'île aux cochons et des îles Crozet qui font partie des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, avec les îles Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul et la Terre Adélie. Alors, mais par quel phénomène ces îlots, là, perdus au fin fond de l'océan Indien ou dans le Pacifique, sont-ils devenus français? Comment ça s'est passé? Il y a un Français qui est venu, qui a planté son drapeau? Plein de Français, des aventuriers, des marins, des navigateurs, parfois des soldats. Et à quelle service époque? commandés à différentes époques. La France s'est rêvée une puissance mondiale, et donc au XVIIIe siècle avec le chevalier de Kerguelen, ou au XIXe siècle avec la colonisation, on a eu des prises de possession tout autour du monde. Le paradoxe. Mais quelles étaient les règles? Il suffit d'arriver, de voir qu'il n'y a personne, et de planter le drapeau et de dire je déclare ici que c'est la France. Il faut être d'abord le premier, et puis il faut faire les choses dans les formes. Par exemple, la France possède un petit archipel au large de l'Australie, personne ne le sait, qui s'appelle les îles Chesterfield. Voilà. Eh bien, on a tiré 21 coups de canon, on a planté un drapeau, on a rédigé un procès-verbal de prise de possession, et depuis 1878, ces îles inhabitées sont françaises. Pourquoi sont-elles inhabitées et pourquoi n'y a-t-il pas aujourd'hui des illuminés qui disent tiens, allez, on va faire Robinson Crusoe, on va s'installer sur ces terres inhabitées françaises, puisque c'est la France. C'est la France, alors c'est arrivé, il y a eu parfois des Robinsons volontaires. Il faut savoir que sur une toute petite île, contrairement à ce qu'on imagine, la vie n'est pas du tout paradisiaque, c'est très très dur. Et ceux qui ont essayé, souvent, s'en sont mordus les doigts. Alors il y a l'île de Clipperton, qui est une île française, qu'on ne soupçonne pas, on va la voir sur le repère, elle est à l'ouest du Mexique. Et sur cette île aux Français, il n'y avait personne. Sauf que du coup, on lit dans votre livre que les Mexicains se sont dit ah bah non, il n'y a pas de raison que ce soit française, donc ils ont envoyé une garnison là-bas. Parce qu'il y avait un enjeu à la fois stratégique et économique, le guano. Le guano, c'est du caca d'oiseau de mer, disons les choses franchement. Voilà. Mais au XIXe siècle, comme c'est du phosphate pur, ça servait d'engrais et ça valait très cher. Et donc l'exploitation du guano était un enjeu économique important à l'époque. Et donc vous disiez ça vaut le coup d'avoir cette île de Clipperton. Cette île, tout à fait. Voilà. Et puis ça protégeait les côtes mexicaines. Donc les Mexicains, eh bien, ont envoyé littéralement une garnison parce qu'ils contestaient la souveraineté de la France sur cet îlot. Sauf qu'il y a eu une révolution au Mexique en 1911 et du coup, avec tous ces aléas politiques, on a complètement oublié la malheureuse garnison, ce qui fait que tous les hommes ont fini par mourir en essayant d'aller chercher des secours sur des petites embarcations et les femmes sont restées sous le pouvoir du gardien de phare qui s'est proclamé roi de Clipperton, qui était complètement fou. Donc au bout d'un moment, les Mexicains ont été évacués, l'île est redevenue déserte et puis à un moment où plus personne ne se préoccupait de cette île, le roi d'Italie, à qui la France et le Mexique avait confié l'arbitrage sur ce dossier, a décidé que l'île était française. Et depuis 1931, incontestablement, Clipperton est une île française. Alors, ça flatte notre ego de voir qu'il y a des îlots, que la France et sur tous les continents, etc. Mais c'est totalement factice comme souveraineté. À tel point, vous racontez que cette île Clipperton, là, les Américains y sont allés pendant la guerre, on n'était même pas au courant, ils ont installé une base navale, non, je crois? C'était pendant la guerre du Pacifique. Cela dit, quand De Gaulle, qui était encore en exil à Londres, l'a appris, il a envoyé une lettre absolument furieuse à Roosevelt pour dire qu'il n'avait rien à faire en territoire français. Et De Gaulle, lorsqu'il est devenu longtemps plus tard président de la République, a toujours eu une attention très soutenue sur Clipperton, où il a envoyé chaque année des expéditions scientifiques qui étaient aussi un moyen de rappeler la souveraineté française. Et Clipperton,
Il y a un code postal. Oui, il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de facteur, mais il y a un code postal 98 799. Si vous voulez écrire à Clipperton, il faut employer ce code postal-là. C'est une autre façon de marquer la souveraineté de la France. Il n'y a pas de poste. Donc il n'y a pas de poste permanente, mais il y a parfois des expéditions scientifiques, et donc on peut envoyer un courrier à Clipperton. 98 799, voilà. Alors, aussi, ce qu'on apprend, c'est que la France est 2 fois plus grande. La France, c'est 550 000 km², la France métropolitaine. Et il y a la terre Adélie. Alors la terre Adélie, racontez-nous où c'est. La terre Adélie, c'est donc une fraction de l'Antarctique, donc ça part du pôle sud et ça va jusqu'au rivage. C'est français depuis du Mont d'Urville, donc grand navigateur, qui est arrivé là, et il avait une femme qui se prénommait Adèle, donc en l'honneur de sa femme, il a baptisé ce territoire terre Adélie, qui est devenue une terre française. Donc en fait, il faut s'imaginer une gigantesque part de tarte, depuis le pôle sud jusqu'au rivage, sauf que compte tenu des dimensions colossales du continent antarctique, cette part de tarte, elle est plus grande que l'Allemagne en kilomètres carrés. 430 000 kilomètres, c'est quasiment la taille de la France. Pas loin. Ce qui fait que, quelle est la plus grande frontière que la France partage avec un autre pays? On pense bêtement que c'est, je sais pas, l'Espagne ou l'Allemagne, et c'est avec l'Australie, puisque l'Australie possède également des revendications de chaque côté de cette terre Adélie. Donc notre première frontière terrestre, c'est avec l'Australie, et la deuxième, c'est d'ailleurs avec le Brésil. Ça, c'est une excellente colle, un pari à faire pour un dîner de 1er janvier. Hein, voilà. Quelle est la plus grande frontière que la France possède avec un autre pays? C'est avec l'Australie. Voilà. Alors, il y a des îles aussi qui sont chargées d'histoire, comme l'île Faisan. Alors, l'île des Faisans, qui a vu passer les plus grands rois de France. Alors, qu'a-t-elle de miraculeuse, cette île Faisan, pour avoir vu... Il y a Louis XIV qui est allé, non? Oui, mais François Ier aussi, qui a été rendu aux Français après avoir été capturé à Pavie. Elle se trouve où? Alors, en fait, elle a une position extraordinaire. C'est une minuscule île fluviale qui se trouve sur le cours de la Bidassoa, rivière qui sépare la France de l'Espagne. Et donc, c'est une sorte de zone tampon entre la France et l'Espagne. Et elle a un statut particulier. Elle est en indivision perpétuelle entre les deux pays. Ce qui veut dire que chaque année, pendant 6 mois, cette île est sous administration française. Pendant 6 mois, elle est sous administration espagnole. Donc là, le 1er janvier, elle va rechanger. Alors. C'est le 1er février que se fait le passage. Donc la France, qui s'est agrandie le 1er août, va légèrement diminuer le 1er février, mais pour 6 mois seulement, et le cycle va continuer. Ah, c'est incroyable ça. Alors, de même, il y a une autre frontière qui est compliquée, c'est avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, on croit tous que c'est le Rhin qui sépare la France de l'Allemagne. Ben, c'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil parce que le Rhin est capricieux. Le Rhin est capricieux, et en particulier au XVIe siècle, alors ça ne date pas d'hier, il a changé de cours. Il y a eu une crue, et quand la crue était finie, bien le Rhin avait changé de lit. Que faire des territoires entre l'ancien et le nouveau lit du Rhin? Alors aujourd'hui, nous avons 3 communes en Alsace qui sont des communes françaises. De l'autre côté, c'est l'Allemagne, mais les communes françaises sont propriétaires, à titre privé, si je puis dire, des territoires qui sont de l'autre côté du Rhin. Et avec un statut donc juridique extrêmement spécial. Par exemple, si vous voulez pêcher, ça a beau être un territoire allemand où s'appliquent les lois allemandes, il faut acheter des permis de pêche à la commune française. Voilà, Pierre, il y a des tas d'histoires incroyables. On ne peut pas te les raconter, comme l'île Julia au large de la Sicile, qui est une île française, pas de chance, elle est retombée sous le niveau de la mer. Mais un jour, elle remontera et ça sera toujours français. L'île Floreana, qui est une île qui appartient à un petit village des Pyrénées-Atlantiques, le village de Barcus. Voilà, on apprend tout ça. À quoi ça sert, toutes ces îles? Est-ce que c'est le folklore ou ça a un intérêt stratégique? Alors, pour le moment, on peut considérer que c'est du folklore et ce sont des anecdotes amusantes, mais il faut bien comprendre qu'avec tous ces territoires, la France aujourd'hui, c'est le 2e domaine maritime mondial, juste après celui des États-Unis. La France a le 2e plus grand domaine maritime du mondial. Plus Plus que les Anglais. Un tout petit îlot comme Clipperton commande 430 000 km² d'étendue océanique tout autour. Et donc, si on cumule tout, on arrive à un empire maritime absolument colossal. Nous sommes à 12 millions de kilomètres carrés si nous additionnons les terres et les mers qui sont sous la protection du drapeau tricolore. Et comme dans ces territoires, et y compris dans les sous-sols sous-marins, il peut y avoir des richesses pétrolières et autres, eh bien, ce sont des enjeux absolument fantastiques pour l'avenir, d'un point de vue à la fois scientifique, biodiversité, découvertes possibles, mais également d'un point de vue strictement économique, avec des gisements métallifères, des gisements d'hydrocarbures, des gisements d'énergie dont nous n'avons peut-être même pas idée aujourd'hui. Vous savez, les Russes se mordent encore les doigts d'avoir vendu l'Alaska pour 3 fois rien. Eh bien, la France a la chance d'avoir conservé ces territoires. Eh bien, on va garder tous ces îlots de Clipperton à Chesterfield en passant par l'île aux cochons. Merci beaucoup. Voilà le détail de toutes ces idées, la jolie carte qui va avec. C'est
Tour du monde des terres françaises oubliées aux éditions du Trésor. Merci beaucoup Bruno Fulini d'être venu nous parler de tous ces îlots que nous ne connaissions pas. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.